Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre pour cette soirée de lancement de la saison Africa 2020 dans les bibliothèques de la ville de Paris. Ce soir, nous sommes à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e arrondissement pour une conférence qui va introduire un cycle de rendez-vous dans les bibliothèques de Paris jusqu'au mois de juillet de cette année. Conférence à destination de tous les publics, jeunesse, public adulte, avec une programmation que vous pouvez retrouver en ligne sur le site des bibliothèques de la ville de Paris, bibliothèque au pluriel.paris.fr. Alors, avant de démarrer, nous allons remercier nos partenaires, l'Institut français, l'équipe organisatrice de la saison Africa 2020, la ville de Paris et TV5 Monde, bien sûr, avec la complicité de Bibliocité. Voilà, cette première soirée est consacrée donc au panafricanisme. C'est une idée, un projet, un mouvement politique également. Et ce soir, nous allons tenter de comprendre ce qu'est le panafricanisme. Et pour ça, eh bien, nous sommes avec Jiane El Tari, qui est avec nous depuis Dakar, scénariste, réalisatrice, productrice, artiste aussi. Nous sommes avec Ngoné Fall, qui est à côté de moi. Bonsoir Ngoné. Bonsoir. Qui est la commissaire générale de la saison Africa 2020. Et nous sommes avec le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est philosophe, professeur à la Columbia University à New York, qui est spécialiste de l'histoire des sciences et qui dirige l'Institut d'études africaines. Bonsoir. Merci d'être Bonsoir. avec nous. Bonsoir, Jiane. Bonsoir. Alors, Monsieur Diane, avec vous, nous allons tenter, peut-être avant de commencer cette conversation entre Jiane et Ngoné sur le panafricanisme et sur l'identité africaine, nous allons tenter peut-être d'abord de définir ce qu'est le panafricanisme, de le resituer aussi dans son contexte historique et puis de voir comment est-ce qu'il s'est incarné. Alors, peut-être qu'on a besoin de comprendre, Monsieur Diane, pour commencer, le panafricanisme. Comment est-ce que vous le définiriez? Merci infiniment. Je voudrais d'abord dire à quel point je suis ravi d'être sur ce panel avec Ngoné Fall et Jiane El Tari. Et je voudrais vous remercier également d'être la modératrice de notre rencontre. Dire merci à Bibliocity, aux bibliothèques de la ville de Paris, pour avoir pensé à moi pour cette introduction. Pour répondre rapidement à votre question, la meilleure manière de répondre à votre question, c'est de faire l'historique du panafricanisme et de rappeler d'abord l'origine diasporique du panafricanisme. L'idéal panafricain, vous l'avez appelé fort justement une idée, un idéal, un projet. Ce projet panafricain a pris naissance dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde et au sein de la diaspora qui a été créée par la traite transatlantique dans ce Nouveau Monde. Ce panafricanisme a pris la forme d'un slogan qui est celui d'un retour de cette diaspora vers la terre-mère. Retour en Afrique, c'était le slogan de quelqu'un dont le nom est identifié justement à ses origines du panafricanisme, c'est Marcus Garvey, bien évidemment. À côté de ce slogan demandant un retour en Afrique, vous aviez une autre manière de voir la signification du panafricanisme qui prêtait davantage attention à ce qui se passait sur le continent, un continent qui était colonisé quasiment entièrement, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria. Évidemment, tous les autres pays étaient sous colonisation européenne. Et il s'agissait à ce moment-là de s'occuper de la situation des Africains, de la situation des colonisés. Et le nom de ce panafricanisme-là, qui était celui d'une émancipation de l'Afrique, est identifié davantage à W.E.B. Du Bois, dont la trajectoire d'ailleurs qu'il a menée de son lieu de naissance dans le Massachusetts au lieu où il est mort, au Ghana, à Accra, eh bien, cette trajectoire rappelle bien ce que fut celle du panafricanisme. W.E.B. Du Bois a été un acteur majeur de la longue marche du panafricanisme qui a été jalonnée par différents congrès panafricains. Il faut d'abord dire que le mot lui-même, panafricain, pan-african, en anglais évidemment, est né en 1900, au tout début du XXe siècle,
dans une première rencontre de Westminster qui ne s'appelait pas encore officiellement un congrès panafricain. C'était simplement une rencontre d'une association africaine pour le respect des droits des indigènes d'Afrique. Voilà comment l'intitulé de cette rencontre se déclinait. Et c'est lors de cette rencontre que le mot panafricanisme a été prononcé. Il y a eu ensuite une succession de congrès qui se sont appelés Pan-African Congresses, c'est-à-dire des congrès panafricains. Le premier à porter ce nom, c'est le congrès qui a eu lieu juste après la Première Guerre mondiale, en 1919, à Paris. Le député Blaise Diagne était parmi les délégués et il y avait évidemment W.E.B. Du Bois lui-même. Il s'agissait pour ce congrès-là de pétitionner ceux qui étaient en train de travailler au traité de Versailles. Vous savez que le traité de Versailles qui sanctionnait la défaite de l'Allemagne et de ses alliés avait retiré en particulier à l'Allemagne ses colonies et les redistribuer. Eh bien, ce congrès essayait de peser sur cette redistribution et en même temps de demander des droits pour les pays africains colonisés. Ce congrès sera suivi par celui de Londres 2 ans plus tard, en 1921. Et cette fois-ci, il ne s'agissait plus simplement de parler de droit, il s'agissait véritablement de parler d'autonomie. Self-government était le thème central de ce congrès-là, alors qu'un Blaise Diagne, qui était lui plus modéré, avait parlé plutôt simplement de l'égalité des droits entre les sujets colonisés et les citoyens français. 2 ans plus tard, 1923, je vais très vite ici, un congrès qui se tient à la fois à Londres et à Lisbonne, qui insiste sur cette idée d'autonomie des États colonisés. En même temps, et ça vous montre en quoi le panafricanisme, c'était le lien entre le continent, les Africains sur le continent et les Africains en Amérique. Et en même temps, il s'agissait aussi de condamner les lynchages qui s'étaient démultipliés aux États-Unis, le Ku Klux Klan ayant pris une espèce de nouvelle jeunesse pendant cette période-là. Le 4e congrès aura lieu en 1927 à New York. Il répète en gros le congrès de 1923. Et ensuite, il y a un hiatus temporel et nous arrivons au 5e congrès, probablement le plus important, qui s'est tenu en 1945 à Manchester. Pourquoi est-ce que c'est le plus important? C'est le dernier à s'être tenu hors du continent africain. Comme je vous ai dit, l'origine du panafricanisme est une origine diasporique et cette origine diasporique, si vous voulez, va s'achever avec le congrès de 1945, immédiatement après la guerre. C'est un important congrès où l'idée, la revendication de l'émancipation se fait encore plus forte. On y voit de manière très, très nette les drapeaux des pays africains ou noirs indépendants, celui de l'Éthiopie, celui du Libéria et celui de Haïti, ces 3 drapeaux ayant été mis en évidence pour rappeler l'importance de l'indépendance pour ce congrès-là. Ça fait déjà l'importance de ce congrès. Deuxièmement, des mots d'ordre plus précis, anticoloniaux, indépendance, anti-impérialisme, anticapitalisme, sont prononcés à l'occasion de ce congrès. Et 3e élément décisif, un acteur important joue un rôle essentiel lors de ce congrès. Parmi les organisateurs, il y a Kwame Nkrumah, le Ghanéen, qui va être à l'indépendance du Ghana en 1957, le premier président du Ghana indépendant. Il joue un rôle important dans l'organisation de ce congrès et en particulier dans la mobilisation des Africains du continent installés à ce moment-là en Angleterre. Et il y a cette mobilisation des intellectuels, il commence à y avoir beaucoup d'intellectuels africains installés dans les pays européens et qui vont prendre une part importante et Nkrumah contribue fortement à les mobiliser. On peut donc considérer que ce congrès est un congrès charnière, c'est un moment où il y a un passage de témoins entre les grands acteurs de la diaspora, qui jusqu'ici ont été les grands organisateurs des congrès panafricains et les grands acteurs de l'idéal panafricain,
Il y a un passage de témoin donc à quelqu'un du continent qui a fait ses études en partie aux États-Unis et qui était en train de les continuer en Angleterre au moment de Manchester. Donc, voilà pourquoi 1945, 5e congrès, est important pour définir, pour une redéfinition en quelque sorte, du panafricanisme. Maintenant, avant de revenir à la trajectoire historique, je voudrais m'arrêter sur la signification, parce que, évidemment, pour aller vite, parce que j'ai une dizaine de minutes, pour aller vite, je me contente de regarder le déroulement historique, la trajectoire historique. Il y a cependant une nécessité ici de s'arrêter sur la signification philosophique et littéraire du panafricanisme. Il n'y a pas que des événements et des congrès, il y a également tout un mouvement philosophique et littéraire qui définit le panafricanisme. Et dans ce mouvement, dans cette dimension philosophique et littéraire, il y a un rôle important joué en particulier par les femmes. Il ne faut pas, parce que si on se met à réciter simplement les événements historiques, on a l'impression que le panafricanisme est simplement une affaire d'hommes. En revanche, si on regarde la signification philosophique et politique du mouvement, là, on voit en particulier le rôle important joué par la Harlem Renaissance, ce mouvement culturel, intellectuel, philosophique, poétique et littéraire entre la fin de la Première Guerre mondiale, disons, et le milieu des années 30, qui s'est développé aux États-Unis dans la communauté africaine-américaine et qui, en quelque sorte, a happé en direction de ces thèmes les intellectuels africains continentaux à un moment donné. Et en France en particulier, des femmes importantes qui ont leur importance et qu'il faut souligner et rappeler à l'occasion de la réflexion sur le panafricanisme, les sœurs Nardal, 5 sœurs martiniquaises qui ont eu une place très importante dans le paysage intellectuel panafricain en France. Elles ont véritablement été un pont entre le mouvement littéraire philosophique de la Harlem Renaissance et, par exemple, un mouvement littéraire philosophique panafricain qui était en train de naître, qui est la négritude senghorienne. En particulier, l'une d'elles, Jeanne Nardal, qui est morte il n'y a pas si longtemps, en 1993, elle a vécu longtemps, a été parmi les premières à créer un numéro une revue, la Dépêche africaine, un bimensuel qui était la voix d'une organisation qui s'appelait le Comité de défense des intérêts de la race noire. Voilà, je voulais parler de ces organisations panafricaines, culturelles, littéraires, avant de revenir à la trajectoire strictement politique et historique. Et en particulier, Jeanne Nardal écrit un article retentissant à l'époque qui s'appelle « L'internationalisme noir ». On peut considérer que cette expression « internationalisme noir » était aussi synonyme du panafricanisme. Monsieur Diane, à cette époque-là, l'idéal panafricain, si on a bien suivi tout ce que vous venez de nous dire, c'est un idéal d'autonomie pour ceux qui sont dans les pays comme aux États-Unis, et un idéal d'indépendance pour ceux qui sont sur la terre africaine. Comment est-ce que cet idéal s'est incarné ensuite, s'est matérialisé dans des projets politiques ? Alors justement, c'est à partir de cette date que le projet va commencer à s'incarner. J'ai parlé tout à l'heure de Kwame Nkrumah et du rôle qui a été le sien. Il va conduire son pays vers l'indépendance par l'action syndicale, par l'action politique. Il est un des grands témoins d'une grande conférence importante qui est la conférence de Bandung de 1955. Comme vous le savez, c'est la conférence qui va donner le coup d'envoi, si vous voulez, de beaucoup d'indépendance. Après évidemment l'indépendance de l'Inde, les indépendances séparées de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Il est à ce congrès et 2 ans plus tard, le Ghana est indépendant. Et Kwame Nkrumah va bâtir tout son projet politique sur la double idée, d'une part, que l'indépendance ne sera réelle que si elle est accompagnée de l'unité de l'Afrique. L'indépendance de tas de micro-États africains, pour lui, n'a pas grand sens si on ne va pas vers les États-Unis d'Afrique, pour reprendre une de ses expressions. L'Afrique doit donc s'unir.
Et deuxième grande idée, cette Afrique, c'est une Afrique qui va du Caire au Cap. Parce que si vous avez vu l'origine diasporique du panafricanisme, le panafricanisme était une sorte de pan-noirisme ou de pan-négrisme, parce que cela concernait pour l'essentiel des Noirs de la diaspora parlant des Noirs africains, tandis que là, la continentalisation à laquelle il est procédé, c'est à la fois de dire c'est le continent maintenant qui est le moteur du panafricanisme, ça ne nous vient plus de la diaspora, et deuxièmement, c'est le continent dans son ensemble, pas seulement sa composante noire ou subsaharienne, mais le panafricanisme du Caire au Cap. D'ailleurs, un acteur important du panafricanisme sera le président égyptien Gamal Abdel Nasser bien plus tard. Et donc, cette continentalisation signifie qu'on va aller contre la balkanisation qui a été la colonisation. Et d'abord, avant même la balkanisation de 1884 et le découpage de l'Afrique, aller contre un démembrement philosophique de l'Afrique, qui avait été, par exemple, un philosophe comme Hegel, avait, en regardant le continent africain, déclaré que l'Égypte ne pouvait pas appartenir à l'Afrique. C'était une civilisation bien trop brillante pour un continent comme le continent africain, et avait ici estimé que la partie nord du continent, le Maghreb comme nous l'appelons, parce que cette partie nord était baignée par la Méditerranée, qui était considérée comme la grande mer des civilisations, ne pouvait pas appartenir à l'Afrique, mais devait appartenir à l'Europe, pas sur un pied d'égalité, mais comme colonie de l'Europe. Vous aviez donc cette vivisection totale de l'Afrique qu'il a fallu reconstituer. Et donc, la balkanisation, c'est lutter contre la balkanisation, c'était lutter contre elle philosophiquement. Et ça, c'est une entreprise que nous devons à l'historien sénégalais, Cheikh Anta Diop, qui a consacré une partie essentielle de son œuvre à rappeler, à rendre, si vous voulez, l'Égypte à l'Afrique et l'Afrique à l'Égypte. Et nous le devons également à tous les historiens qui ont bien montré que le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes, qu'au contraire, il était parcouru par des routes transsahariennes très importantes, routes par lesquelles transitaient toutes sortes de marchandises et toutes sortes et des humains, aussi, malheureusement des esclaves, mais aussi des savants qui allaient dans tout le monde islamique, et c'est ce qui a donné son importance à des centres comme Tombouctou, Djenné, Koki, etc. Ça veut dire donc que pour comprendre l'histoire intellectuelle de l'Afrique, il faut d'abord sortir de cette idée reçue que vous avez une Afrique divisée par le Sahara en deux mondes séparés. Voilà ce que j'appelle le remembrement, la recontinentalisation de l'idée panafricaine. Maintenant, pour aller vite et terminer, les instruments de la mise en œuvre de cela. Il y a eu d'abord une organisation de l'unité africaine qui s'est mise en place très vite, 3 ans après la grande cascade des indépendances africaines de 1960. L'OUA a été créée en 1963 à Addis Ababa. Cette organisation a fait ce qu'elle a pu. Elle était un petit peu malade dès le départ et ceci a abouti à sa dissolution en juillet 2002. Aujourd'hui, et depuis 20 ans, l'institution qui traduit la volonté de faire l'Union des États africains, c'est l'Union africaine précisément, avec une avancée récente dont nous sommes témoins en ce moment, qui est une avancée importante. On a mis en place quelque chose qui s'appelle ZLECAf, cette zone de libre-échange africaine, qui est entrée en vigueur ce 1er janvier, qui va prendre évidemment du temps pour se mettre en place, mais c'est important déjà d'avoir cette traduction institutionnelle. L'Union africaine a pris une décision importante de demander aux Africains de travailler à la mise en place de l'Union africaine à partir d'un certain nombre de régions. 5 régions situées sur le continent. Il y a l'Ouest africain, le Centre africain, le Nord africain, l'Est africain et la partie australe de l'Afrique. Ça fait 5 régions dont l'Union africaine estime qu'elles doivent aller vers leur intégration
économique, financière, politique le plus rapidement possible. L'une des régions les plus avancées dans cette intégration étant d'ailleurs la région de l'Afrique de l'Ouest, mais on pourra en parler. Et avec l'ajout important qu'il y a une sixième région, celle-là virtuelle, si je puis dire, puisqu'elle n'est pas inscrite sur la terre africaine, et cette sixième région est celle des diasporas africaines, avec une définition très intéressante. Cette sixième région, c'est celle de toutes les personnes, je cite à peu près le texte de l'Union africaine, de toutes les personnes d'origine africaine vivant hors du continent, évidemment, sans considération de nationalité ou de citoyenneté, et surtout qui sont engagés, qui se sentent engagés, qui se sentent concernés par l'Afrique et engagés pour le développement de l'Afrique et pour la réalisation de l'unité africaine. Voilà un peu comment cette sixième région est définie. Et je voudrais en dire deux choses. Premièrement, l'instauration de cette sixième région, c'est une manière pour le panafricanisme de se relier à sa propre histoire, de rappeler que son origine a été une origine diasporique. Le projet panafricain étant né dans la diaspora africaine, il était naturel que cette diaspora africaine eût une place dans la construction de l'Union africaine telle que pensée. Et deuxièmement, ça veut dire que c'est une virtualité. Il appartiendra à la diaspora de savoir au fond comment remplir cette place symbolique, mais elle est importante et c'est peut-être une question que nous pourrons discuter après. Dernier point, et j'aurai terminé. Vous voyez qu'il y a là une espèce de démarche lente, régionale, de construction de l'unité africaine, à la fois construction d'un marché commun, les CAF, mais également constitution régionale et progressive. Vous avez à côté de cette vision du panafricanisme, un panafricanisme que je dirais plus impatient, qui estime que cette régionalisation de la construction est décidément trop lente et que nous pouvons essayer d'aller le plus rapidement possible aux États-Unis d'Afrique. Et paradoxalement, l'incarnation de cette impatience fédéraliste, comme je pourrais l'appeler, ça a été le président Muammar Kadhafi, vers la fin de sa vie, après avoir été un déçu du panarabisme, il s'était tourné vers un panafricanisme et c'était lui qui poussait à la roue, en quelque sorte, pour un fédéralisme plus rapide. Donc, voilà un peu le tableau qui se dessine du panafricanisme. Et si je résume en une phrase ce que cela veut dire, ça veut dire qu'il y a un panafricanisme orienté vers la diaspora noire, un panafricanisme qui est davantage une construction continentale et un panafricanisme qui est en tension entre un fédéralisme immédiat et une construction régionale plus lente et plus progressive. Voilà comment je voulais présenter le panafricanisme pour les discussions que Ngoné Fall et Diane vont certainement avoir après cela. Merci beaucoup, Monsieur Diane. Ça fait beaucoup de concepts. On vous a entendu parler de panafricanisme, de négritude, de panarabisme, de citer des noms que beaucoup de jeunes gens considèrent comme étant les pères fondateurs du panafricanisme, à tort sans doute. Vous avez parlé de Kwame Nkrumah, vous avez parlé ensuite de Muammar Kadhafi. Je voudrais peut-être poser la question à Jian El-Tari, qui est avec nous. Vous avez entendu l'exposé très intéressant du professeur Diagne et sa conception, finalement, comment est-ce que le panafricanisme s'est incarné au fil des temps. Peut-être une réaction, peut-être d'abord. Est-ce que c'est aussi la vision que vous avez du panafricanisme ? Oui, bien sûr, je trouve très intéressante et très juste de suivre l'idée de panafricanisme à travers les différentes conférences, parce que c'est vraiment la structure, si vous voulez. Mais je pense que la question de est-ce qu'on limite le panafricanisme à l'idée d'où vient le mot, parce que quand même le panafricanisme en tant qu'idée vient bien avant cela.
Et si on veut rester avec les conférences, c'était pas que sur l'union du peuple noir. Je pensais là où peut-être d'où on vient ou d'où on regarde l'histoire du panafricanisme, ces subtilités sont très importantes parce que quelqu'un comme Doucet Mohamed Ali, qui a écrit en 1911 parmi les plus grands articles sur le panafricanisme en 1911, il n'était pas noir. W.E.B. Du Bois lui-même, c'est-à-dire se considérer noir et être noir, est une distinction à partir d'où on commence à parler de négritude, en fait. C'est là la vraie division, ou bien quels sont les termes de référence quand on parle de panafricanisme. Donc, effectivement, les différentes conférences sont très importantes, mais il ne faut pas oublier que bien au-delà, les origines des peuples africains, quand même les Akans au Ghana, se réclament du Vallée du Nil. Et il y a tellement de ponts qui existaient déjà, et le panafricanisme tel que ça a été traduit à un certain moment était très lié au mouvement de libération. Et c'est là où j'ai une toute petite différence avec sur quoi mettre le focus dans l'idée de panafricanisme, parce que ça nous ramène dans ce qu'a dit professeur Diane, à Bandung en 1955. À Bandung, il n'y avait que 4 pays qui étaient indépendants sur le continent africain, et ces 4 pays, ils ont failli ne pas assister. Ils ont d'ailleurs menacé de ne pas assister si certains qui étaient proches de l'indépendance n'étaient pas invités. Exemple, Nkrumah. Et donc, Bandung était un vrai hub qui, au-delà du continent, traduisait le panafricanisme avec une perspective différente. Et vous avez parlé du panafricanisme jusqu'au 5e conférence, mais il y a ce qu'on appelle le Six Pack, c'est le 6e conférence qui se passe sur terre africaine. Et c'est là où il y a eu une vraie divergence entre le panafricanisme, on va dire, de W.E.B. Du Bois, C.L.R. James et Padmore et tous ces gens, et Nyerere et les gens qui commencent à dire, mais attendez, on est en train d'appliquer quel genre de panafricanisme? Et quand on parle d'abord du Sub-Sahara et du Maghreb, c'est quand même des appellations qui viennent beaucoup plus tard. On ne parlait pas du subsaharien dans les années 50. Et d'ailleurs, quand Cabral parle de l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires, parce que l'Algérie faisait partie de l'extension de tout cet espace de panafricanisme. Donc, c'est là où je peux dire, effectivement, l'espèce de virage qui se passe entre le panafricanisme et la négritude, que certains peuvent dire que c'est une espèce de division entre francophones et anglophones, d'autres qui peuvent dire entre continental et couleur de peau, c'est-à-dire il y a quand même c'est des concepts assez différents, parce que rien que l'appellation négritude, les Africains ne s'appellent pas eux-mêmes les nègres. Donc, l'appellation parle à qui? Mais le panafricanisme étant quand même un peu différent, à mon avis. Et dernière chose que je voulais donner juste sur Kadhafi, c'est juste réaction un peu et ouverture de débat. J'adore ce genre de débat.
c'est l'histoire de Gaddafi. Gaddafi, effectivement déçu de panafricanisme, mais il ne faut pas oublier que Gaddafi, c'est l'enfant spirituel de Nasser. Nasser qui ne vient pas tout à la fin de l'histoire, Nasser déjà en 48 et en 49, qui était en contact avec tout ce monde de panafricanisme. Mais Gaddafi étant l'enfant spirituel, essayer d'appliquer la théorie, le manifeste, si vous voulez, de Nasser, qui était celui de 3 cercles concentriques. Et les 3 cercles concentriques de la naissance, de le manifeste de la révolution en 1952, c'est le panafricanisme, le panarabisme, le panafricanisme et le panislamisme sont 3 noyaux que l'Afrique ne peut pas avancer sans que ça discute ensemble. Donc, effectivement, tous ces mondes-là étaient concentrés sur le panarabisme, surtout à cause du problème palestinien, mais Nasser, jusqu'en 67, le panafricanisme était le centre. D'ailleurs, l'OUA, la naissance de l'OUA, il y a eu plein de trocs. Le trio Nkrumah, Sékou Touré et Nasser, ils sont quand même l'âme de la construction de l'OUA. Et effectivement, c'est dissolu, mais ce n'est pas vraiment dissolu, c'est juste le changement de l'appellation de l'organisation. Justement, j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent, parce que sinon, je vous connais tous les deux. Hein, on va encore être là dans 15 ans. Et en plus, à distance, ça ne facilite pas. Mais je vous ai choisi justement parce que je vous connais. Je voulais titiller. Et là, je me permets, Jeanne, de commenter les photos que tu nous as envoyées, qui sont tes photos d'archives. Donc, cette première photo qui est évidemment très importante, puisqu'on voit là-dessus Kwame Nkrumah. Moi, ma version par rapport à un vécu de l'histoire du panafricanisme, mais c'est un peu aussi comme toi, Jeanne, c'est quelque chose que l'on pratique dans nos professions, sur le plan personnel également. Mais c'est aussi parce qu'on a des parents qui ont été témoins et parfois aussi protagonistes de cette histoire, de ces mouvements d'émancipation. Appelons-les comme ça. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis, des collègues, pour savoir comment ça s'est passé chez toi, évidemment. Cette fascination pour le Ghana, avec Kwame Nkrumah et les Big Six, parce qu'il n'était pas tout seul. Donc, Nkrumah et les Grands Six, qui, justement, à Londres, se disent on veut l'indépendance. Parce que Nkrumah a rencontré Nasser. L'Égypte déjà indépendante, et Nkrumah dit à ses potes, on ne va pas attendre 1960 ou 1970, l'indépendance c'est maintenant, et Nasser va nous donner la recette. Et pour la petite histoire, la première femme de Nkrumah était une Égyptienne. Donc tout ça est lié de part et d'autre du désert. Donc ça, cette première image, ce sont justement des discussions de gens qui étaient dans des réseaux, qui étaient des alliés, qui sont devenus des relations familiales et qui étaient dans la même dynamique. La deuxième image, s'il vous plaît. Alors là, c'est Sékou Touré, qui lui, pareil, a dit non au référendum proposé par le général de Gaulle. En 1958. Le fameux non de 1958 qui a été compris comme « je me retire de la colonisation française ». La Guinée française en paie encore le prix parce qu'ils ont vécu la même chose en fait que Haïti, à savoir sous embargo, un boycott. Et du jour au lendemain, les Français sont partis avec toutes les archives et ceux qui n'ont pas pu prendre, ils l'ont brûlé. Et on est rentré dans un délire guinéen avec un Sékou Touré qui a été de plus en plus isolé et qui a fini un petit peu paranoïaque. La troisième photo, qui est sans doute la plus importante pour Jeanne, donc là, on voit l'empereur Haïlé Sélassié. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Éthiopie, donc grand empire chrétien, c'est comme ça qu'il s'appelait, qui n'a pas été colonisé, qui a été occupé pendant la Seconde Guerre mondiale par des troupes italiennes, et qui, dans son empire, en fait, ce sont des chrétiens coptes, chrétiens avant l'Occident. C'est important aussi à souligner, et qui dépendaient du patriarcat d'Alexandrie, les Coptes.
Et pour que Depuis 4 siècles, hein, pendant 4 pendant siècles. oui, elle tient à dire que c'était pendant 4 siècles. Oui, oui, voilà. Donc, comme quoi, c'est pas toujours du Nord que la tutelle, qu'on dépendait d'une tutelle venant du Nord. Donc, pendant 4 siècles, comme le dit Jeanne, l'église l'église éthiopienne dépendait du patriarcat d'Alexandrie. Ce qui veut dire que quand un empereur devait se faire couronner, il fallait d'abord aller à Alexandrie pour justement avoir la bénédiction là-bas. Et là, on voit très bien en Égypte les négociations où on a le clergé éthiopien et le clergé égyptien et le petit bonhomme au milieu, donc Haïlé Sélassié, en train de dire, on fait ça chez moi, mais voici la condition, parce que moi, je n'ai jamais été colonisé, donc je suis le plus légitime. Et la condition, Non, laisse-moi raconter les choses à ma façon. Il est tard, on raconte des histoires. Mais ce n'est pas une histoire fausse. Donc, Haïlé Sélassié dit, OK, on va installer l'EUA chez moi, mais je ne suis plus Église chrétienne d'Éthiopie sous la tutelle du patriarcat d'Alexandrie. C'est important à dire, je ne sais pas s'il y a des Éthiopiens qui nous écoutent, parce que dans l'imaginaire collectif éthiopien, ils pensent que l'OUA, donc l'ancêtre de l'Union africaine, est une volonté de l'Éthiopie et de l'empereur éthiopien, ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'aimerais montrer une 4e photo pour Jeanne. Non, mais je suis désolée, Ngoné, mais quand même, c'est pas possible. Cette photo est en 1959, Oui. donc 4 ans avant l'OUA. Oui. Donc, et ça se passe en Égypte parce qu'il y a Korolos et c'est les deux. Et en 1959, c'est le pape qui donne l'autonomie à l'Église éthiopienne au retour des négociations et les minutes de ce retour à l'autonomie existent. Donc, le troc qui se passe, c'est que parlons panafricanisme et faisons des institutions, et au retour, et ça c'est en 59, c'est en juillet ou bien mars 59, donc 4 ans avant l'OUA. Donc c'est juste un petit inversé, et j'y tiens. Elle y tient, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la création de l'OUA, l'Éthiopie arrive justement à récupérer son autonomie spirituelle. La 4e photo, très importante aussi, là, Jeanne, on a Boumedienne, puisque tout à l'heure, justement, tu as parlé de l'Algérie, qui était la terre, la Mecque des révolutionnaires. Il faut savoir aussi que dans cette dynamique panafricaine, on n'a pas abordé l'aspect culturel, ce que la saison Africa 2020 invoque sur la table. Mais le premier festival panafricain culturel, il se tient en Algérie, à Alger, en 1969. Donc, c'est l'Algérie qui organise ce premier festival panafricain. Important à souligner, s'il y a des Algériens et des Nord-Africains qui se demandent encore s'ils sont africains ou panafricains, voici l'histoire, et c'était un festival extraordinaire. Peut-être que c'est l'occasion d'ailleurs de souligner le rôle, la place très particulière de l'Algérie pour toutes les populations africaines et pour tous les pays d'Afrique qui souhaitaient accéder à leur indépendance. Peut-être qu'on peut rappeler ça. Alors, rapidement, même si je suis la moins légitime par rapport à mes 2 camarades, mais moi, j'ai le rôle de la ménagère de plus de 50 ans qui raconte un peu les choses avec un peu plus de facilité. L'Algérie a obtenu son indépendance 2 ans après des pays d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est important. La lutte pour l'indépendance d'Algérie, la guerre d'Algérie, disons la guerre, puisque maintenant, enfin, en France, les gens parlent de guerre. Quand je suis arrivée en France en 1986, les gens parlaient des événements. Ce qui est important de savoir, c'est que justement, il y a 2 générations d'Africains et d'Africaines qui ont grandi en étant nourris de ces d'idéaux d'émancipation. Moi, j'ai grandi avec un père qui m'a fait apprendre par cœur le manifeste du peuple algérien de Ferhat Abbas. Et justement, tous ces réseaux politiques qui existaient, dont certains remontent sur des millénaires. Ce n'est pas un hasard si le Ghana, premier pays à obtenir l'indépendance, prend comme nom le nom d'un empire du 9e siècle qui se trouve à plus de 1000 kilomètres de chez lui. Mais cette photo de Boumedienne, c'est pour justement montrer l'aspect, la vision continentale de cet idéal de panafricanisme. La 5e photo, c'est notre préférée à Jeanne et à moi, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit de Modibo Keïta.
l'homme le plus beau du monde. Jeanne est d'accord avec moi, même si elle a une préférence pour Amical Cabral, grand révolutionnaire qui avait monté le parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Donc elle dit, si Cabral est encore en vie ou s'il se réveille demain, je l'épouse. Moi, si Modibo sort de sa tombe, je l'épouse. Et à l'indépendance et du Sénégal et du Mali, il y a eu l'idée d'une fédération du Mali qui devait regrouper donc le Soudan français et le Sénégal. Ça a duré à peine 9 mois. Le Sénégal de Senghor s'est retiré. On a rajouté une étoile et puis on est devenus 2 pays différents. Tout ça pour dire que le Mali ou le Sénégal, c'est la même chose. Et la dernière photo que Jeanne avait envie de partager avec nous. Donc là, c'est aux Nations Unies. Je vais te laisser la commenter, Jeanne. C'est juste, c'était dans un contexte, en fait, c'est l'idée de ce panafricanisme n'était pas juste des paroles, parce qu'il faut quand même savoir que tout d'un coup, quand l'ordre mondial, surtout représenté après 1945, à l'ONU, quand il y a une 50aine de nouveaux pays qui entrent dans la décision, tout d'un coup, ce bloc a une importance. Et ce bloc-là, il y avait du vrai coordination entre eux. Et moi, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est juste entre 2 séances et on voit que Nkrumah et Nasser en train de parler, de coordonner, si vous voulez, des positions. Donc, je voulais, c'était, bon, toute seule comme ça, peut-être la logique ne tient plus. Mais voilà, donc en fait, la traduction de panafricanisme au-delà de l'OUA, au-delà de relations d'amitié des leaders, c'était traduit réellement dans les instances internationaux. Jeanne Ngoné, pendant quelque temps, certaines personnes ont pu opposer panarabisme, l'union des peuples du monde arabe, et panafricanisme. Est-ce que vous considérez que ce sont 2 notions qui sont antagonistes ou complémentaires? Et je poserai la question aussi à Jeanne concernant la négritude. Est-ce que la négritude, ça peut aller avec le panafricanisme? Est-ce que c'est antagonisme ou est-ce que c'est complémentaire? De mon point de vue, pour moi, la négritude, parce que c'est quand même lié au départ à un mouvement d'émancipation des peuples noirs, donc c'est quand même lié à une couleur de peau. Personnellement, moi, ça me dérange. Moi, je suis plus dans une dynamique, dans un courant, on va dire, de pensée et d'affinité continental. Donc, je vais plus me retrouver dans un idéal panafricain tel qu'il a évolué et tel qu'il a été pensé, du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, avec justement cet idéal d'émancipation politique, sociale, économique de tous les peuples du continent, et qui s'est traduit de façon très concrète dans certains territoires où l'Angola fait une déclaration en disant: nous ne serons indépendants, nous, Angolais, uniquement que lorsque l'intégralité du continent ne sera plus occupée. Donc moi, je dis aux Angolais, mais en fait, vous n'êtes toujours pas libres parce qu'on a des territoires toujours occupés. Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dont on ne parle pas beaucoup. Donc cette idée de négritude, en plus venant du pays de Senghor, je la comprends parce que j'ai grandi avec ça, mais elle me dérange. Elle me dérange parce qu'elle exclut une part du continent, d'autant plus que, historiquement, de par ma famille maternelle, j'ai un pied de l'autre côté du désert. Et pour les mêmes raisons, le panarabisme, à mon sens, c'est quelque chose aussi qui rend schizophrène l'Afrique du Nord. Comme si on leur demandait de décider, comme si on ne pouvait pas être à la fois arabe et africain. Je rappelle quand même qu'ils sont arrivés sur le continent au 7e siècle. Donc, si au bout de tout ce temps, ils ne se sentent pas africains, c'est un problème. D'où pour moi l'importance de connaître son histoire, d'apprendre l'histoire de ce continent, d'être au courant de tous ces courants et mouvements politiques. Après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais en tout cas, moi, le panarabisme, vu de l'Afrique du Nord, pour moi, c'est un peu un grand écart. La négritude, j'ai jamais eu d'affinité. Le panafricanisme comme idéal d'émancipation, certainement. Jeanne Ngoné disait qu'elle venait du pays de Senghor. Vous venez du pays de Nasser, puisque vous êtes franco-égyptienne. Sur le panarabisme, est-ce que vous considérez qu'il n'est pas du tout antagoniste avec le panafricanisme?
C'est très compliqué parce que pour moi, le titre arabe est très compliqué, surtout aussi. quand on est... Oui, surtout quand on parle par notion de pays et par notion des frontières coloniales. Parce que d'ailleurs, pour l'anecdote personnelle, moi, le travail que je fais aujourd'hui dans une institution qui s'appelle Docsbox, quand je suis arrivée, on parlait de documentaire arabe. Et moi, j'ai dit, mais ça veut dire quoi arabe? Ça veut dire, on exclut les Berbères, on exclut les Kurdes, on exclut les Nubiens, les Touaregs, c'est-à-dire au sein même du monde arabe, il y a des noms arabes. Donc, mais je reviens, je retourne à ce qu'elle disait, Ngoné, qui est tout à fait juste. Cette confrontation de est-ce qu'on est ça ou ça est impossible. Parce que quand on dit qu'on est africain, c'est quand même quelque chose de continental. Donc, soit votre pays est sur le continent ou pas. Et comment je peux dire que je suis arabe si mon continent n'est pas dans, mon pays n'est pas sur là où on appelle l'Arabie. Il est sur le continent africain, qu'on le veuille ou pas. Donc, il y a ça juste si on joue avec les mots. Mais au niveau des notions, il faut aussi savoir que quand même le colonialisme, même moi je parlerai de colonialisme pas à partir du XVIIIe siècle, je parle de 1650 même. Il y a eu une vraie volonté de division des peuples et même à l'intérieur des pays. Donc quand on parle aujourd'hui de Hutus et des Tutsis comme si c'était des ethnies, ce n'était pas des ethnies, c'était des classes sociaux. Donc on a créé tellement de divisions au sein des pays comme sur le continent, c'est exactement comme le mot subsaharien. Ça commence où, ça se termine où? Et comment ça se fait que le Soudan, qui est bien au sud du Sahara, devient le monde arabe, et la Mauritanie, qui est tout au nord, on y pense en tant que subsaharien. Donc, toutes ces notions sont biaisées. Et je pense que c'est le moment à nous d'essayer de voir le panafricanisme n'est pas quelque chose d'arrêté, c'est un état d'esprit. Justement, c'est la question que je souhaitais vous poser aux uns et aux autres. Puisque le panafricanisme a été un projet, est-ce que pour vous, il est toujours un projet? Est-ce que ce projet, après les indépendances, conserve une actualité aujourd'hui en 2021? Peut-être Ngoné. Oui, je vais essayer de ne pas être trop longue pour que Bachir puisse intervenir. Pour moi, c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement. Et c'était volontairement, après avoir appris l'histoire de toute l'Afrique à l'école, de l'âge de pierre à l'époque moderne, que je suis allée à la découverte de ce continent et de ces différents peuples pour savoir ce qu'on avait en commun, ce qu'on n'avait pas en commun et comprendre. Rencontrer des intellectuels, des vétérans de guerre d'indépendance, des artistes, des penseurs, monsieur et madame tout le monde. Mais ce sentiment d'appartenance à un territoire de 30 millions de kilomètres carrés, moi je le revendique. Même si après, quand on me dit vous êtes quoi, je dis je suis dakaroise. Parce que ça, c'est une réalité. Dire que je suis africaine, c'est un peu abstrait. Mais cette volonté de comprendre, ce sentiment d'appartenance, mais en même temps de camaraderie, de fraternité, avec les autres populations du continent, ça c'est un fait. Et c'est quelque chose qui se traduit dans mon travail et dans ma vie personnelle. Monsieur Diane, pour vous, le panafricanisme, aujourd'hui, projet toujours d'actualité, toujours en construction? Oui, plus que jamais, plus que jamais. Le panafricanisme est probablement la frontière la plus lumineuse que l'Afrique aujourd'hui puisse offrir à sa jeunesse. Donner à cette jeunesse-là, évidemment, comme horizon politique, la construction des États-Unis d'Afrique, il me semble que c'est le projet le plus porteur qu'on puisse proposer aujourd'hui à la jeunesse africaine. J'espère voir le moment où j'aurai une citoyenneté ouest-africaine ou africaine. Je suis déjà ravi d'avoir un passeport qui est un passeport pour tout l'Ouest africain.
et c'est très important. Je suis pour une construction, j'ai opposé tout à l'heure dans ce que j'ai dit, la construction patiente par région et la construction un peu plus rapide, si vous voulez, fédéraliste. Je pense qu'il est plus réaliste d'aller vers la construction régionale. Et de ce point de vue, je suis heureux qu'un pays comme le Maroc, par exemple, fasse exactement ce que vous avez dit. L'idée qu'on appartienne à un monde arabe ou un monde subsaharien, ça n'a pas de sens. Le Maroc, aujourd'hui, fait partie de l'UMA, c'est la partie nord de la construction de l'Union africaine, mais le Maroc a décidé de rejoindre l'ECOWAS, enfin, ou la CEDEAO selon le sigle français. Parce que historiquement, et c'est là que l'histoire est importante, je disais tout à l'heure que le Sahara, c'est absurde de considérer que le Sahara coupe en deux l'Afrique. L'histoire marocaine, qui est à la fois l'histoire politique, puisque c'est le pays qui a détruit l'Empire Sonraï lors de au moment de son déclin. Mais sur le plan intellectuel, c'est un pays, Fès était en relation constante intellectuellement avec Tombouctou. Ahmed Baba al-Tomboucti, qui était probablement le plus grand penseur de la période classique, l'âge d'or de la ville de Tombouctou, est allé enseigner dans les médersas du Maroc. Le Maroc qui a compris cela, qui a compris son ancrage dans le sud, a décidé, et c'est en train d'être fait, de faire partie de la CEDEAO. Il faut rappeler ce genre de choses, montrer qu'il y a une unité culturelle réelle qui change de nature, qui peut changer de nature. Ici, j'ai mis l'accent sur la tradition intellectuelle islamique qui relie le Maroc à l'Ouest africain, l'ensemble que l'on appelait Soudan. Parce que le Soudan, ce n'était pas seulement le Soudan qui est à l'Est. Le Soudan, c'était aussi tout l'Ouest africain, puisque le mot même vient de noir, Bilad al-Soudan, le pays des Noirs. Et ça correspondait aux États de l'Ouest africain. Connaître cette histoire-là, c'est savoir quels sont les liens profonds, culturels, spirituels, qui unissent des pays très éloignés les uns des autres sur le continent africain, et reconstituer cette cohérence culturelle, cette cohérence politique, cette cohérence économique qui a été celle du continent africain. Et c'est la raison pour laquelle ce projet est l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas seulement qu'il est encore actuel, c'est que c'est le projet de l'avenir de notre continent. Alors justement, dans ce projet d'avenir, quid des diasporas? Est-ce que les diasporas afrodescendantes, comme on les appelle, font partie de ce projet panafricain ou pas? Ngoné. Ça, tu prêches pour ta paroisse, là. Non, je pose la question. Non, je veux juste rebondir à ce que dit Bachir. Moi, les États-Unis d'Afrique, j'ai du mal à envisager ça. Ça me paraît être gigantesque. Déjà, je vois les difficultés pour un État tel qu'il existe aujourd'hui à s'en sortir. Je parle du mien qui n'est pas très grand quand on voit la RDC. Donc je me dis 1,2 milliard de personnes, c'est un peu difficile à gérer. Pour moi, c'est une utopie. Les États-Unis, je ne sais pas si on arrive. L'intégration régionale, l'Afrique de l'Ouest, on y est arrivé. On a des cartes régionales d'identité. Ça, c'est une réalité. Mais c'était juste pour réagir par rapport à Bachir. Ensuite, quand l'Union africaine, ça c'est l'Union africaine qui le dit, hein, je me souviens, j'y étais parce que j'étais consultante pour cette organisation à ce moment-là. Moi, j'avais éclaté de rire quand j'avais entendu les diasporas comme 6e région. J'ai éclaté de rire parce que de ce que j'ai compris de la façon dont c'était annoncé, on parlait des diasporas noires. Et moi, je vais dire, mais alors, et quid des autres populations du continent? Là, je vais rejoindre Diane. Si on parle juste du nord de l'Afrique, on a des Touaregs, on a des Maures, on a des Berbères, on a des Kabyles. Et eux aussi vivent partout dans le monde. Donc, eux, ils sont exclus. Ils ne font pas partie de cette aventure, de cette histoire du continent auquel leurs ancêtres ont contribué. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire partie de l'avenir de ce continent. Donc, autant de la même manière que pour moi, les États-Unis d'Afrique, c'est une utopie qui me paraît un peu délirante. La diaspora comme un gros magma où on peut parler de toi qui vit en France mais qui vient du Congo-Brazzaville à un noir brésilien dont l'ancêtre a quitté le continent il y a 500 ans. Je suis désolée, il n'y a pas grand-chose en commun. Après, on peut creuser et trouver des affinités, mais ça me paraît être une 6e région tellement vaste
contours qui sont totalement flous. J'ai du mal à appréhender ce que ça veut dire. Et est-ce que même les personnes auxquelles ça s'adresse, c'est-à-dire les Noirs en question, s'approprient cette idée de «je suis africain», en sachant que ça ne veut pas dire grand-chose? Jeanne, peut-être une réaction à ce sujet. Diaspora, 6e région de l'unité africaine, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, moi je voudrais d'abord commencer par, il ne faut pas oublier la Renaissance africaine de Thabo Mbeki. Il y a eu une vraie volonté d'essayer de mettre bon, que ça marche ou ça ne marche pas. Il y a eu des mécanismes, il y a des propositions de mécanismes qui viennent de temps en temps. Donc l'idée n'est pas oubliée. Et pour moi, le panafricanisme n'est pas un projet, c'est un processus. Hein. Et puis, le 6e région, moi, je reste avec l'idée que c'est un état d'esprit, parce que surtout de nos jours, moi, je ne sais plus où j'habite. Moi, je ne sais plus, j'ai 4 passeports africains. Enfin, tous ces critères ne s'appliquent plus. Et juste mon commentaire sur ce que disaient Ngoné et professeur Diane, c'est l'idée des États-Unis d'Afrique sous-entend qu'on accepte encore la notion des États et les divisions coloniales. Et pour moi, l'idée de panafricanisme, c'est qu'enfin on se débarrasse de ça et voyons ce qui est logique. Et voyons pourquoi la Guinée et le Gambie et tous ces pays, ils n'ont pas besoin de faire des fédérations. Ils peuvent revoir une collaboration au-delà des frontières coloniales. Alors, on a justement beaucoup de questions de personnes qui nous écoutent sur toutes les notions et tous les aspects historiques que vous avez évoqués. Panafricanisme, processus ou projet, en tout cas, il y a une question qui revient. Quelles sont les figures actuelles qui portent cette notion de panafricanisme? Quel avenir pour ce mouvement? Peut-être je pose la question à Monsieur Diagne et puis je vous laisserai répondre ensuite Ngoné et Jeanne. Je crois que l'intérêt pour une idée d'être une idée juste et une idée mobilisatrice, c'est qu'il y a une appropriation aujourd'hui par beaucoup et par beaucoup de jeunes de l'idée panafricaine. L'idée qu'il y aurait une figure tutélaire, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance au moment du déroulement diasporique des congrès, de grandes figures comme celle de Du Bois, Padmore, etc. De la même manière, il y a eu des figures tutélaires après les indépendances. Kwame Nkrumah est une telle figure. Steve Biko de la conscience noire avait une idée très claire de ce que devait être le panafricanisme. Gamal Abdel Nasser l'a porté. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille chercher des messies du panafricanisme, des figures tutélaires. Ça doit être précisément un mouvement et un mouvement de masse. Et je lis dans la jeunesse africaine aujourd'hui cette volonté précisément d'aller contre ce qui a été l'héritage de Berlin, le découpage de nos pays en micro-États qui sont toujours des États bien trop petits pour porter véritablement des projets de développement à partir et avoir des économies d'échelle. Donc, je vois moins des figures tutélaires et messianiques. Probablement, la dernière grande figure tutélaire, moi, je dirais, c'était Sankara. Mais on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de figures messianiques du panafricanisme. On a besoin de mouvements de masse en direction du panafricanisme. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas non plus simplement, comme disait le général de Gaulle, sauter sur sa chaise comme un cabri en disant panafricanisme, panafricanisme. Il faut que l'espace panafricain lui-même soit créé. Il est parfois plus facile pour voyager d'un pays d'Afrique à un autre de remonter vers le nord avant de redescendre vers le sud. C'est ça qui n'est pas normal. Il faut avoir le sens d'un espace panafricain. Aujourd'hui, avec de grandes routes, il est possible, j'ai des collègues et des amis qui font ça, de voyager par exemple de Dakar à Niamey par la route. Il faut que ça soit une chose banale. Il faut que ce continent, l'espace lui-même soit construit
Et dès lors que l'espace est construit, il est donné à l'initiative des populations. Ce n'est pas tel ou tel messie du panafricanisme qui fera le panafricanisme et qui fera l'union. Cette union se fera dès lors que les frontières seront abolies. L'Europe est construite davantage par les chemins de fer et par la facilité que l'on a à parcourir tout l'espace ouest européen que par la volonté de tel ou tel président européen. Donc, construire l'espace et le donner à l'initiative des populations me semble infiniment plus important que de se focaliser sur des institutions ou de se focaliser sur des personnalités. Justement, comment est-ce que vous vous sentez, vous, panafricain ou panafricaine, et comment est-ce que ça s'incarne dans vos vies? Peut-être Jeanne, alors je pose la question à Jeanne, qui est à la fois réalisatrice, productrice, artiste. Comment est-ce que vous le vivez, votre panafricanisme au quotidien? Je décide pas. Vous le vivez tout simplement. Je le vis tout simplement, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, juste pour rebondir sur ce qui dit professeur Diane, moi, quand mes films passent à la télé ou bien il y a un événement, ce qui me surprend toujours, comme c'est des films historiques un peu... on pourrait dire que c'est pour une génération plus vieille. Moi, tous les messages qui me reviennent, c'est de la part des jeunes. Les jeunes qui ont tellement envie de savoir, qui leur manque tellement l'histoire, nous, là, on est en train de parler des noms comme ça parce qu'on a une vraie connaissance. Mais il y a très peu d'espace, il y a très peu de connaissances de ces gens-là. Donc, s'engager avec la jeunesse et s'engager avec les archives. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein dans un moment où on doit s'interroger, on doit re-regarder comment on a été représenté. Et ça, c'est un travail que je fais avec les jeunes, que ce soit à Johannesburg ou à Dakar ou au Maroc. Enfin, vraiment, moi, mon travail, c'est sur le continent. J'ai un de mes films, je devais être sélectionné à Berlin et c'est le même mois que le FESPACO. Il faut choisir. Et ben, je choisis le FESPACO. Donc c'est des petits détails. C'est pas, on n'a pas un drapeau qui dit panafricain. C'est dans qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien, qu'est-ce qu'on priorise. Alors justement, il y a une question d'un spectateur ou spectatrice, et puis je vous laisserai peut-être aussi faire une petite remarque, Ngoné, qui demande s'il y a des écrits, parce que vous l'avez suggéré, Jeanne, des écrits qu'on peut conseiller autour de cette question, que ce soit des essais ou même des romans. On peut évidemment voir les films de Jeanne, de très beaux films. Je cite entre autres L'Afrique en morceaux, la tragédie des Grands Lacs, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, quels sont les écrits, les films, les essais qu'on peut consulter pour tous ceux qui ont envie de s'informer sur le panafricanisme, Bachir? Oui, il y a beaucoup d'écrits sur le panafricanisme. Il y a des écrits économiques, par exemple. Je pense très rapidement à un livre qui s'appelle Micro-État et intégration en Afrique de l'Ouest de Pategan, que je connais bien, pour mille et une raisons. Il y a, surtout dans le monde anglophone, il y a aussi beaucoup d'études qui sont des études des institutions panafricaines. C'est des études très spécialisées en général ou qui regardent l'intégration économique. Les économistes écrivent beaucoup sur les institutions panafricaines. Une grande réflexion comme ça qui a du souffle et qui pense plutôt à la philosophie du panafricanisme. Alors, il y a évidemment les écrits de Cheikh Anta Diop sur l'unité culturelle de l'Afrique. Il y a des écrits qui ont été nourris par cela également. Mais on trouvera... Moi, je rajouterais les écrits de Nkrumah lui-même. Les écrits de Nkrumah lui-même sont très, très intéressants au niveau de la réflexion autour. Oui, Africa Must Unite, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais effectivement, c'est un livre important. Son autobiographie également est à lire de ce point de vue-là.
Bon, puisque je vous ai tous les deux sous la main et que vous avez lancé quelques ouvrages, dont certains que j'ai dû lire à l'école, j'ai dû lire, mais en fait, merci, merci l'école de m'avoir rendu un peu moins bête. Ce que je vais vous demander, donc notez-le bien, parce que j'ai plein de témoins, que chacun, s'il vous plaît, me fasse sa bibliothèque idéale des ouvrages sur ou par le panafricanisme. Vous me les envoyez et nous, on les mettra sur le site internet de la saison Africa 2020 et sur nos réseaux sociaux à la disposition de tous ceux qui veulent en savoir plus, que ce soit en français, en anglais, en arabe, en portugais, peu importe la langue d'origine. Mais cette saison, c'est aussi une plateforme de partage, de production et de diffusion de connaissances et de savoirs. Donc, j'ai deux cerveaux. On ne vous a pas choisi au hasard avec Bibliocité. Justement, je suis d'accord avec Jade, le panafricanisme, c'est avant tout un état d'esprit. Et on ne vous a pas choisi au hasard. Bachir, je faisais le mur à l'école, au collège, pour aller l'écouter à l'université en auditrice libre. Ça, il ne peut pas le savoir. On apprend des choses ce soir. Donc, j'étais fan déjà ado, en me disant, ça a l'air vachement important ce qu'il raconte, et c'est mieux que d'être chez les bonnes sœurs. Et Jeanne, parce que pour moi, c'est comme une sœur d'armes. C'est quelqu'un dont les vibrations, l'état d'esprit, l'engagement, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, artistique, m'a toujours interpellée et touchée. Et pour moi, c'était important d'avoir cette conversation avec Jeanne, dont on ne sait pas si elle est égyptienne, si elle est sénégalaise, si elle est sud-africaine, si elle est congolaise. Je crois qu'elle habitait dans plus de pays du continent que moi. Donc, vous promettez à haute voix, vous nous envoyez vos bibliothèques idéales, vos références, qu'on puisse les partager avec tous celles et tous ceux qui veulent en savoir plus sur cet idéal ou sur cet état d'esprit. Sans problème. C'est une J'ai la promesse. liste là. Alors peut-être avant de, puisque je vois que le temps file et que, mais nous avons encore une petite question de téléspectateurs. Vous avez parlé du rapport aux jeunes, enfin vous avez parlé des jeunes et un spectateur demande quel est le rapport des jeunes générations du continent africain avec le panafricanisme. Ngoné, je vous pose la question, vous qui êtes commissaire général de la saison. Ben écoutez, oui, une saison qui leur est dédiée, ça dépend d'où vient le jeune. Moi, une chose qui m'interpelle et qui m'a interpellée depuis un moment et qui m'a encore plus interpellée dans le cadre de cette saison, quand on a commencé à y penser avec des camarades, c'est que plus on descendait dans les générations, moins les gens connaissaient l'histoire du continent. Donc ça m'a un petit peu troublée de gens, y compris de jeunes sur le continent, qui vont vous dire « je suis africain, je suis panafricain, je suis un révolutionnaire ». Ils ne connaissent pas l'histoire du continent. Donc comment est-ce qu'on peut se revendiquer de quelque chose qu'on ignore totalement? Moi, je suis dans le concret, donc ça s'est matérialisé de façon concrète en allant voir l'UNESCO et en leur demandant de mettre les ouvrages, l'histoire générale de l'Afrique à disposition, puisque à la demande justement de l'Union africaine, c'est 8 volumes, 800 pages chaque volume. Je vous invite à les lire. Moi, c'est un must. Hein, oui, moi je les ai lus à l'école, puisque c'était au programme scolaire. Et ils sont disponibles gratuitement dans 13 langues, dont l'arabe, le haoussa, le swahili. Sont transformés actuellement, ont été transformés en outils pédagogiques. L'ambition de l'Union africaine, c'est qu'à terme, tous les États africains utilisent les mêmes outils pour enseigner l'histoire et la géographie du continent. Comment est-ce qu'on peut harmoniser des connaissances? Donc ces outils, on les a offerts à la France et il y a toute une équipe au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avoir signé une convention avec l'UNESCO, qui est en train justement en lien avec l'UNESCO, de travailler des outils pédagogiques qui permettra à la France, elle aussi, d'aller piocher dans du savoir validé et conçu par les Africains. Mais je pense que ça vient de là, savoir qui l'on est et savoir d'où l'on vient. Je sais que quand je parle à un jeune à côté dans un bistrot, enfin un bistrot, un maquis à côté de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, je ne vais pas avoir la même conversation que si je parle à un jeune Sud-Africain de Soweto ou si je parle justement à un jeune, admettons, de Zamalek au Caire. Donc, le contexte, je dis ça parce que Zamalek, c'est un peu le quartier chic, c'est un peu Paris-sur-Seine version le Nil. Donc, ça dépend vraiment d'où l'on vient, de quel contexte et aussi
enseigner l'histoire et la géographie de l'Afrique, c'est aussi une volonté politique. Pourquoi est-ce que dans les pays du Nord, justement, l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires, qui a monté le premier festival culturel panafricain, où on a des Algériens qui ne savent pas ou qui ne se considèrent pas comme africains, pareil en Tunisie, pareil en Égypte ou pareil en Libye, comment est-ce qu'ils peuvent oublier comment la manière dont leurs ancêtres, à travers des siècles, ont contribué à l'aventure de ce continent? C'est parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Donc, les jeunes, certains en général vont dire je suis panafricain, parce que dans leur fantasme, ce sont des aspirants révolutionnaires. Voilà, où ils se revendiquent de Sankara sans même véritablement savoir qui est Sankara. C'est pour ça que Jeanne et moi, on va préférer Amical Cabral. Voilà, pour d'autres raisons, mais de façon beaucoup plus concrète. Mais c'est dire aux jeunes, apprendre cette histoire, essayer de la connaître, de savoir ce qui vous lie aussi aux autres peuples du continent. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers le texte, l'édito qui est sur le site internet de la saison. Quels sont justement ces réseaux, le maillage de ce territoire sur le plan spirituel, économique, social, politique, culturel? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qu'on a rêvé ensemble? Qu'est-ce qu'on a construit ensemble? Qu'est-ce qu'on a échoué à faire ensemble? Et ensemble, avec les mêmes aspirations, qu'est-ce qu'on va arriver à faire? Mais pour moi, cet ensemble, ça commence par exploser les frontières, que de toute façon, nous, on explose. Mais ces frontières, elles sont d'abord mentales. C'est dans sa tête qu'il faut la libération et l'émancipation. Ça commence dans la tête. Justement, vous parliez, Monsieur Diane, du panafricanisme et vous citiez les différentes intégrations régionales. Vous avez parlé de la CEDEAO, par exemple, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que le panafricanisme, aujourd'hui, c'est d'abord un processus économique? Est-ce qu'on doit essentiellement rester dans un processus économique? Ou bien est-ce qu'au contraire, ce sera d'abord un processus culturel et parce que culturellement, la fraternité sera établie, que tout le reste suivra? Je pose la question à Monsieur Diane et puis peut-être je laisserai Jeanne répondre ensuite. Vous savez, le président Kwame Nkrumah disait, en paraphrasant la Bible, prenez l'indépendance politique et le reste viendra de surcroît. C'est une phrase biblique qu'il avait ainsi transformée. De la même manière, je crois que le panafricanisme comme idéal moteur est d'abord une idée culturelle. La culture est la chose la plus importante, me semble-t-il, dans la construction du panafricanisme. Avoir une culture panafricaine, développer ce que Diane a fort justement appelé un état d'esprit panafricain, c'est la chose la plus importante. L'économie est importante, évidemment. Se donner le même outil financier, c'est important. Aujourd'hui, la CEDEAO est en train péniblement, mais tout doucement, d'aller vers une monnaie commune. Le fameux ECO qui pose beaucoup de problèmes, mais c'est inévitable. Il faut quand même se donner l'infrastructure économique et les outils financiers d'une véritable intégration. Mais le plus important, c'est cet état d'esprit. Je vous donne un exemple. Il y a une magnifique exposition qui s'appelle « Prête-moi ton rêve ». « Prête-moi ton rêve » est né au Maroc à partir d'une réunion de jeunes artistes, des artistes qui se sont mis ensemble pour concevoir ensemble une exposition et en disant cette exposition va avoir un parcours panafricain. Elle va partir de cette ville, je ne sais plus si c'était Rabat ou Casablanca, elle va aller ensuite à Dakar. De Dakar, elle va aller à Abidjan en tombant le moment du Massa. Elle va faire le tour d'un certain nombre de capitales africaines. Qu'est-ce qui était important? Pourquoi je vous cite cela? Parce que voilà l'idéal panafricain de l'art. On a tellement l'habitude que nos artistes ne soient reconnus que lorsqu'ils font le voyage vers le nord, le voyage vertical, qui était d'ailleurs économiquement et qui est toujours économiquement le parcours des matières premières qui sont toujours extraites d'Afrique pour aller vers le nord. Donc, l'idée de créer cet angle africain, cette exposition, et de ne pas se précipiter pour essayer de trouver des gens qui vont vous montrer dans des pays du Nord, à Paris ou à Londres, etc., mais en disant, je l'offre à la jeunesse africaine et elle va traverser, elle va aller autour des capitales africaines. C'était très important. C'est la pandémie
du Covid-19, malheureusement, qui a interrompu le trajet. Moi, je l'ai vue, cette exposition, quand elle est arrivée à Dakar. Et elle devait aller à Abidjan juste après. Patatras, le coronavirus arrive. Mais voilà un modèle de ce que signifie penser panafricanement dès le départ. Vous avez des films qui sont par nature panafricains aujourd'hui. J'adore, pour plusieurs raisons, le film de mon compatriote Alain Gomis, Félicité. Félicité n'est pas dans une langue wolof. On regarde le film, on ne sait pas que Alain Gomis est sénégalais. C'est pas dans une langue wolof. La musique n'est pas une musique sénégalaise. C'est une grande ville africaine dont on comprend. C'est Kinshasa, évidemment. Mais c'est un film panafricain dans sa conception même, pas simplement dans sa circulation, mais dans son approche. De la même manière, maintenant, sur le plan intellectuel, cette fois-ci, vous avez des lieux comme le CODESRIA. Le CODESRIA, c'est un organisme panafricain qui regroupe les chercheurs africains dans les humanités et les sciences sociales. Et le CODESRIA invite ces jeunes chercheurs à toujours penser à la dimension du continent. D'abord, à ne pas penser que l'Afrique est séparée du reste du monde. Les problèmes africains sont des problèmes planétaires et les problèmes planétaires sont des problèmes africains. Il n'y a aucune raison que les Africains ne soient pas présents sur la recherche sur les coronavirus, autant qu'ils le sont, par exemple, sur leur propre histoire. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de coupure. Tout à l'heure, Jihan parlait de ces multiples passeports et de ces multiples transports. Je suis profondément africain, mais je considère que je suis cosmopolite. Je suis tout à fait européen, aujourd'hui tout à fait américain, par la même force des choses. Je suis citoyen du monde. Il y a cette exigence-là, mais je suis d'abord citoyen, évidemment, du continent africain. Et le CODESIA enseigne cela. Demande aux jeunes de penser ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent dans la dimension panafricaine immédiatement. Et ça donne un type de production à la fois littéraire et philosophique qui est infiniment plus important et qui est infiniment meilleur que cette espèce de localisme où chacun a l'impression qu'il lui faut étudier son propre village sans plus. Donc voilà quelques exemples que je donne pour indiquer à quel point nous mettre nous-mêmes dans une posture culturelle et intellectuelle panafricaine est important. Il faut faire des panafricains et des panafricanistes pour faire le panafricanisme en d'autres termes. Jihan, je vous vois acquiescer, vous partagez ce que dit le professeur Diane, je vous vois acquiescer à l'écran. Oui, bien sûr, je partage ce qu'ils ont dit, Ngoné et le professeur, mais j'avais un exemple toute petite. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, à Dakar, il y avait l'ouverture d'un centre culturel des jeunes rappeurs dans les banlieues. Et en arrivant, y en a marre, en arrivant à leur centre culturel, tagués tout autour des murs, il y avait les figures des fondateurs du panafricanisme. Donc ce désir de se rappeler de ce moment où il y avait une vision commune, où il y avait une possibilité, il y avait le rêve, comme l'expo marocaine. C'est une vraie volonté, mais il y a tellement d'obstacles. Moi, je le dis clairement. En tant que cinéaste, par exemple, quand on fait des livres sur les documentaristes africains, je suis très souvent exclue. Et vice-versa. On a une exclusion mutuelle qui est un résultat, culturellement, je veux bien dire, qui est le résultat d'une politique et d'une histoire. Et ça, avant de parler de la volonté de la jeunesse, on a des vraies choses à dire à nos politiques chez nous. Parce qu'on a vu au moment, en 2011, je déteste les appeler les printemps arabes, parce que exactement le même mois, il y avait les mêmes bouleversements à Ouagadougou et à Dakar, sauf qu'on ne les relie jamais. On veut juste les appeler arabes. C'est exactement le même mois, le même année. Ça se passait exactement la même chose. On ne les a pas reliés.
Et à ce moment, l'issue de ce moment de révolte de jeunesse, c'était mais une espèce d'explosion de tout d'un coup. Moi, je parle de l'Afrique du Nord, par exemple, des gens qui m'appelaient, j'appelle qui pour être inclus au FESPACO? Moi, j'ai vraiment envie, est-ce que je peux? Il y a une vraie volonté, mais ils ne savent pas où aller, parce que nos pays n'ont pas envie. Parce que se retourner vers le sud, il y a une vraie cohérence, il y a un vrai prolongement. Mais notre dépendance vers le nord, c'est ça qui garde certains pouvoirs en place. Donc, la culture est très, très, très politique. Ngoné, justement, vous qui avez organisé toute cette saison, tout à l'heure j'ai posé la question au professeur Diane, quelles étaient les grandes figures selon lui aujourd'hui du panafricanisme. Il a un peu botté en touche, donc je vous repose la question, est-ce que vous considérez que finalement les grands opérateurs culturels et qu'il y a de grandes figures culturelles qui finalement aujourd'hui pourraient tout à fait être perçues comme des figures panafricaines? Non, je pense qu'il n'y a plus de héros et personne ne trouve Les grâce à héros mes sont yeux. morts. Les héros ne sont plus. Et c'est pas plus mal parce qu'on a suffisamment d'imposteurs comme ça. Et je préfère des gens qui justement m'inspirent, me redonnent un coup de fouet. Parce qu'on doute beaucoup dans un monde actuel où parfois la médiocrité est érigée en excellence et d'avoir justement pour moi, ce n'est pas des figures, mais de dire qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Ben, parler à Bachir, parler à Jeanne, voilà, ils l'incarnent. Ce ne sont pas des héros, ce sont peut-être mes héros à moi. En tout cas, c'est des gens qui m'inspirent et pour qui j'ai énormément d'affection, même si on n'est pas toujours d'accord. Surtout, enfin, avec Jeanne, on s'est mis d'accord. Je prends Modibo Keïta, elle prend Cabral et l'affaire est pliée. Mais je pense que ce dont on a besoin, c'est d'être inspiré avec honnêteté, l'honnêteté intellectuelle, et qu'il y ait des dynamiques qui sont liées, comme ils ont dit tous les deux, à un état d'esprit. Mais on n'a plus besoin de nouveaux héros parce qu'on a trop de nouveaux imposteurs. En tout cas, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir ce que vous dites, parce qu'au fond, vous êtes en train de nous expliquer que les héros sont au fond les héros du quotidien et que chacun d'entre nous pouvons être les ambassadeurs du panafricanisme. Ben, en fait, nous sommes le panafricanisme. On a aussi eu pas mal de discussions, Dominique, qui remontent au mois de septembre quand on préparait la conférence de presse. Donc, il n'y a pas de héros, il y a des gens qui l'incarnent, il y a ceux qui jacassent depuis un bac à sable et ceux qui font. Moi, je suis du côté de ceux qui pensent et de ceux qui font. Il ne s'agit pas d'être un exemple ou de montrer l'exemple, mais il faut 3 personnes dans un bar pour créer une révolution. Voilà, cette saison, c'est de créer un mouvement d'émancipation globale. Et voilà quelques protagonistes avec qui je conspire depuis plusieurs années. On n'obtiendra peut-être pas de révolution, mais en tout cas, on conspire beaucoup et pour le meilleur. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot peut-être à chacun de nos intervenants pour conclure cette soirée consacrée au panafricanisme. Je commence par Jeanne. Eh ben, moi, je vais citer Thabo Mbeki dans son speech de I Am an African, où il dit aussi improbable que cela puisse paraître aux sceptiques, l'Afrique va prospérer. Voilà, ça c'est mon mot de clôture. Monsieur Diagne. Écoutez, je serais ravi de partager le mot de clôture que vient si magnifiquement de nous proposer Diane. Il faut croire en ce continent. Il est en train aujourd'hui de donner toutes les raisons qu'il y a de croire en lui et d'abord à sa jeunesse. Évidemment, maintenant, nous sommes en pleine pandémie avec la catastrophe socio-économique qui va se profiler derrière la pandémie. Mais il faut se souvenir que le monde s'est rendu compte d'une réalité africaine qui n'avait pas été souvent une réalité suffisamment soulignée. Pendant très longtemps, on avait l'impression que l'Afrique était un continent à la dérive. L'image de l'Afrique, c'était malheureusement cette jeunesse qui voyait son avenir ailleurs
qui parcourait les frontières. D'ailleurs, pour cette jeunesse-là, malheureusement aussi, négativement, il n'y a pas de frontières. C'est une jeunesse qui peut parfaitement marcher de Dakar à Niamey, remonter par Agadez et remonter en Afrique du Nord pour essayer d'aller en Europe, malheureusement au péril de sa vie et avec la possibilité et la grande probabilité de se noyer dans la Méditerranée. Mais ce n'est pas seulement cette Afrique-là, c'est un visage de l'Afrique qui est réel. Mais on ne s'est pas suffisamment rendu compte que pendant les décennies qui nous séparent de l'indépendance, l'Afrique a multiplié par 3 ce qu'il est convenu d'appeler ses classes moyennes. Il y a une classe moyenne bien plus éduquée, qui est précisément une classe moyenne innovatrice. À côté de cette jeunesse-là, vous avez une jeunesse aujourd'hui qui fait qu'à Nairobi, on considère que Nairobi sera prochainement, dans les décennies à venir, une autre Silicon Valley. Ce sont des images comme celle-là de l'Afrique que les jeunes Africains doivent avoir, en ayant le sentiment qu'il est de leur responsabilité de construire ce continent-là et de le construire comme un continent uni. Je disais tout à l'heure, et je suis 1000 fois d'accord avec Diane et Ngoné sur ce plan-là, toute l'importance qu'il y a à se définir d'abord comme panafricaniste et à penser comme panafricaniste. Et ça, c'est l'éducation qui va le faire. Il y a une éducation au panafricanisme qu'il est de la responsabilité de tout le monde de développer. Et à ce moment-là, même contre le scepticisme de Ngoné, quelque chose qui ressemble aux États-Unis d'Afrique pourra se construire. Peut-être pas nécessairement comme une institution avec un seul président de ces États-Unis, mais ces États seront unis précisément parce qu'ils auront appris à effacer les frontières qui les séparent les uns des autres et qui séparent leur population et qui fractionnent et saucissonnent les initiatives de leur jeunesse. Il faut que le continent dans son ensemble soit offert à l'initiative d'une jeunesse nombreuse qui a des problèmes, mais qui a également les solutions, pourvu simplement que l'éducation à une philosophie de l'avenir construite sur le projet panafricain leur soit proposée. Merci beaucoup à tous les 3. Les États-Unis d'Afrique, plus qu'une institution, sans doute pas, mais je suis sûre que si on dit que ça doit être un sentiment partagé par tous, je vous mettrai d'accord tous les 3. Merci à vous. Merci. Du moment qu'on explose toutes les frontières, physique, mentale, moi le reste ça me va. Et sans chef. Voilà, et sans chef. C'est votre côté un petit peu anarchiste, Ngoné. Voilà, merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous qui nous avez suivis, regardés pour cette conférence sur le panafricanisme. Donc, c'était la première soirée de lancement donc dans les bibliothèques de la ville de Paris. Je rappelle que la partie culturelle et intellectuelle est très importante dans cette saison Africa 2020, qu'il va y avoir bien sûr beaucoup d'autres conférences que vous pouvez retrouver sur le site des bibliothèques de la ville de Paris, bibliothèque au pluriel.paris.fr et sur le site de la saison Africa 2020, bien sûr. Vous pouvez retrouver tout ça. Je remercie, avant de clôturer, nos partenaires, évidemment, l'Institut français, l'équipe organisatrice de la saison Africa 2020, et Ngoné Fall. Et le comité des mécènes de la saison Africa 2020 et l'AFD, l'Agence française de développement, la ville de Paris, bien sûr, et puis TV5 Monde, évidemment, avec la complicité de Bibliocité. Merci beaucoup d'avoir été là, tous. Merci infiniment. Et puis, continuez à rester connectés. La saison Africa 2020 continue. J'attends les bibliothèques idéales pour la semaine prochaine, hein, les gars. En route. Ciao.